y versant deux collections aux belles lettres, la collection Giordano Bruno et la collection Bibliothèque italienne. Et je voulais, en guise de préambule, faire un parcours dans ton œuvre, au même titre que tu te mets dans les pas de Giordano Bruno dans Le Seuil de l'ombre pour en tracer son parcours intellectuel et mieux comprendre son œuvre. Je voulais faire la même chose pour arriver à ce petit manifeste, si tu le désires. Je vais toutefois commencer par laisser la parole à quelqu'un d'autre qui me semble plus intéressant que peut-être mes propres mots, qui n'est autre que Pierre Hadot, qui avait signé la préface du Seuil de l'ombre, donc paru en 2003. Alors, Pierre Hadot nous explique, en synthétise, en te citant toi, la pensée de Giordano Bruno pour nous donner un cadre intellectuel général. Donc, il en résulte un mode de vie philosophique spécifique que Nuccio Ordine décrit très bien dans son livre. Parlant des fureurs héroïques, il résume ainsi l'attitude de Bruno: dépasser son individualité, dilater son être fini dans la splendeur de l'infini pour retrouver l'union avec la nature infinie, penser l'infini. Cela consiste pour un homme à se penser soi-même comme minuscule partie d'un tout, à manifester avec enthousiasme la certitude que sa propre vie participe, toute proportion gardée, à l'incessant mouvement de l'univers. Je me permets de citer ainsi quelques passages car je voudrais montrer toute cette trame, ce fil rouge qui se poursuit d'œuvre en œuvre dans les compliments que t'ont fait les nombreux préfaciers qui ouvrent tes ouvrages afin de comprendre mieux le contexte intellectuel du manifeste. Citant toujours Bruno, Pierre Hadot dit: Bruno écrit: la sagesse et la justice ont commencé à abandonner la terre dès que les écoles philosophiques ont commencé à vouloir faire des gains à partir de leurs théories. Plus loin, il cite Sénèque: je pense qu'il n'y a personne qui ait rendu plus mauvais service au genre humain que ceux qui ont appris la philosophie comme un métier mercenaire, gens dont la vie est sans rapport avec les règles de vie qu'ils prescrivent. Alors, je reprends depuis le départ de tes publications pour continuer de citer les gens qui nous intéressent ici. Donc, en 1987, tu fais paraître à Naples Le Mystère de l'âne, qui paraîtra aux éditions des Belles Lettres en 1993. Il s'agit, par la figure et le symbole de l'âne, assez répandu à la Renaissance, de pouvoir comprendre toute l'œuvre de Giordano Bruno, et donc c'est une introduction tout à fait nécessaire. Il y a Prigogine, qui est prix Nobel de chimie, pour l'avant-propos de la nouvelle édition, dit ceci: dans l'ouvrage de Nuccio Ordine, ce qui est fascinant avant tout, c'est la clarté du cheminement de sa pensée et la multiplicité des thèmes propres à la recherche. En cédant directement la parole au texte de Giordano Bruno, il offre au lecteur un parcours qui établit de manière subtile des rapports entre les divers domaines du savoir qui figurent dans l'œuvre du philosophe Nolin. Il conclut par deux petites choses qui nous intéressent également pour le manifeste. Ordine insiste en particulier sur les éléments qui caractérisent l'alliance entre les différents domaines du savoir. En même temps, il fait valoir que chez Bruno, nulle forme de savoir ne peut jamais être séparée de la vie. Et enfin, il dit plus loin, l'ouvrage d'Ordine ne se destine pas seulement aux philosophes ou aux littéraires, mais aussi aux scientifiques. C'est un livre qui, grâce aux propos de Bruno, donne à réfléchir sur des thèmes qui méritent aujourd'hui, dans des contextes évidemment différents, l'attention des sciences de la nature et des sciences humaines. Quand il est paru, Eugenio Garin avait lui-même préfacé cet ouvrage, et il disait, lui, « Mieux encore, c'est en illustrant le thème de l'asinité, le symbole de l'âne, en procédant à une attentive comparaison avec les autres penseurs et lettrés du XVIe siècle, que Nuccio Ordine fait ressortir la valeur inimitable de la prose brunienne, dégage sa valeur littéraire et prend la mesure de sa singulière profondeur théorique. Telle est la nouveauté de cet essai. Il ne dissocie pas l'artiste du philosophe, c'est une notion sur laquelle on reviendra,
Loin d'isoler le thème de l'asinité, il le replace dans le contexte d'une intense méditation. C'est une image à première vue paradoxale. Dans une image, excusez-moi, à première vue paradoxale, il repère un point nodal de la recherche spéculative. Un peu plus tard, en 1999, paraît aux éditions Klingsik, et puis qui sera repris en 2009 aux éditions des Belles Lettres, Le Rendez-vous des Savoirs. Donc littérature, philosophie et diplomatie à la Renaissance. Alors, il s'agit ici, toujours fidèle à Giordano Bruno, et à son époque, de nous faire traverser l'ambassade de France à Venise au temps de François Ier, et d'y découvrir que ce n'est pas seulement un centre d'espionnage et d'intrigue, qui serait déjà fortement intéressant, mais aussi un atelier de philologie et un point de ralliement pour les écrivains et les artistes. Et la petite phrase qui m'intéresse dans cet argument, c'est « Dans les 8 essais qui composent cet ouvrage, les distinctions s'effacent entre hommes de lettres, philosophes, médecins, diplomates et artistes. » On continue toujours cette recherche de l'infini des mondes possibles. En 1999, tu écris une préface pour l'expulsion de la bête triomphante dans la collection de Giordano Bruno, qui est une pièce de Giordano Bruno. Suite à des réflexions qui voudraient voir cette introduction publiée à part, tu la reprends, tu la travailles, et elle paraît en 2004 chez Albin Michel sous le titre Giordano Bruno, Ronsard et la religion. Il s'agit ici d'étudier encore le contexte intellectuel de la rédaction de cette pièce et de voir comment des hommes aussi influents que Ronsard ou Michel de Castelnau ont, avec Giordano Bruno, réfléchi à cette notion de religion au moment où sévissent donc les guerres que l'on connaît. Ici, la préface est de Jean Séard, qui commence ainsi. Les grandes pensées ont une force propre qui pousse à les examiner dans leur cohérence interne, dans la fécondité intrinsèque des idées qu'elles articulent, et à négliger à l'excès le contexte qui les a vues naître et prendre forme. C'est le grand mérite de l'étude de Nuccio Ordine de résister à cette lecture, pour ainsi dire, insulaire. Il prend le parti d'interroger ceux avec qui Giordano Bruno a entretenu des relations au temps de l'expulsion de la bête triomphante et d'y rechercher l'écho des thèmes et des idées qui étaient débattus parmi eux. Comme il prend le soin de le souligner, il ne prétend pas que Bruno devrait à l'œuvre de Ronsard ou aux mémoires de Castelnau tel thème ou telle idée. Ce n'est pas une étude de source ou d'influence qu'il propose, il veut plutôt examiner les termes d'un débat qui avait alors cours, pour mieux faire apprécier la façon dont Bruno s'en inspire et y prend part. À l'époque de la rédaction de ce livre, tu développes particulièrement un chapitre sur les devises du roi Henri III. Et tenace et fidèle à tes sujets, tu entreprends une enquête au sujet de cette devise qui paraîtra un peu plus tard aux éditions des Belles Lettres en 2011 et qui s'intitule « 3 couronnes pour un roi, la devise d'Henri III et ses mystères ». Encore une fois, on est convié à la cour du roi contemporain du Nolin, donc Henri III, qui et ses mystères et ses figures intellectuelles. Et tout ceci nous permet d'appréhender vraiment tout le milieu et le contexte intellectuel dans lequel les œuvres ont surgi. Ensuite, et peut-être pour finir, Le Seuil de l'ombre, qui est ici, si je ne m'abuse, l'introduction aux opere italiane que tu as fait à Lutèce, et que qui ont été reprises, augmentées d'un dossier iconographique fort beau et de pièces très rares, et qui est, sous un titre plus obscur, véritablement l'introduction à l'œuvre de Giordano Bruno, d'ailleurs la seule en langue française de cette tenue, qui prouve aussi cette fidélité, encore une fois, à ton sujet. Alors, tout est lié et se répond d'ouvrage en ouvrage dans ta bibliographie. On va le voir avec ce petit manifeste qui, loin d'être anecdotique et peut-être séparé d'un tout, constitue au contraire une synthèse de toute cette œuvre que tu travailles justement plutôt dans l'ombre pour un public un peu plus éclairé. Cette
Une autre particularité de ces ouvrages qui m'a beaucoup touchée, c'est la multitude d'âmes qui gravitent autour de toi. Ou le fait que toi, tu gravites autour d'une multitude d'âmes, c'est difficile à discerner. Et à qui tu ne manques jamais de rendre hommage. C'est assez rare. Il n'y a pas un de ces ouvrages qui ne comporte que 4 ou 5 pages d'hommage aux autres. Et donc ainsi, tes préambules et avant-propos sont finalement assez peu communs dans la régularité et la fidélité avec lesquelles tu les écris inlassablement au fil des années. Ce qui nous fait penser que tu te définis ainsi comme partie de ce grand tout, et que c'est donc tout à fait cohérent, encore une fois, avec les choses que tu vas défendre dans ton manifeste, qui compose ce grand tout que composent donc les serviteurs des humanités, tout domaine confondu. Donc ce souci de sagesse, de justice, de quête de vérité qui définit ces êtres étranges, hein, qu'on croirait coupés du monde, on verra que ce n'est pas forcément le cas, tu le partages et tu rends toujours à César ce qui lui appartient. Ce qui me permet de revenir à la présentation de la collection Landor, dans laquelle des ouvrages ont été publiés et qui correspond fort bien. Je pense que c'est Alain Segond qui avait dû écrire cette présentation de la collection, qui disait que cette collection a pour vocation de publier des ouvrages dans des domaines qui ne sont pas forcément rassemblés, comme l'histoire des religions, l'épistémologie, l'histoire des sciences, la philosophie, etc. Il est évidemment impensable d'y trouver autre chose que des ouvrages sans concession, c'est-à-dire pas forcément hermétiques, mais sans concession sur la qualité à donner à un public qui devra donc peut-être s'accrocher pour les lire, mais qui en sera remercié, mais jamais écrit par des cuistres des pédants. Et ça, c'est l'autre particularité que j'aime beaucoup et qui nous donne à voir différemment un monde qu'on pourrait penser vraiment clos sur lui-même. Évidemment, en parlant d'Alain Segond, l'exemple le plus frappant et le plus émouvant de tes hommages réside bien évidemment dans la préface que tu as livrée à cet ouvrage qui vient de paraître, Omnia in Uno, et qui est un hommage à Alain-Philippe Segond, qui, pour ceux qui ne le savent pas, je le précise, était notre directeur général pendant de très nombreuses années, et qui nous a quittés en mai 2011, à qui tu reconnais devoir beaucoup. Je voudrais simplement lire un passage de cette préface avant de donner la parole à Nuccio. Excusez-moi pour cette présentation peut-être un peu longue, mais je voulais vraiment contextualiser ce petit ouvrage dans cet ensemble, et ainsi déterminer eh bien, dans quelles conditions il a été écrit également. Je vais commencer par une description d'Alain qu'on peut tous contresigner quand on l'a connu. Suivant les enseignements de Platon, d'Erasme, de Bruno, Segond ne s'est jamais soucié de l'extra. Son attention était exclusivement tournée vers l'intus. Pareil à un Silène, il menait une vie diamétralement opposée à celle qui prend l'apparence pour l'essentiel. Parmi ses diverses qualités, c'est la simplicité qui suscitait le plus d'admiration chez ses interlocuteurs. Impossible de rester indifférent lorsqu'on avait le privilège de passer quelques heures avec lui, de l'entendre parler des sujets les plus variés, de le voir occupé à vérifier un apparat critique. Son goût passionné de l'érudition était hautement communicatif. Mieux, cette érudition, au magnum miraculum, n'était pas autoréférentielle, comme elle l'est si souvent chez nombre d'universitaires. Le savoir tiré des livres avait affiné la sensibilité d'Alain au point de nourrir aussi une grande curiositas pour les menus savoirs pratiques. Ce savant, il faut l'avoir vu à l'œuvre pour bien le comprendre, se sentait à l'aise avec les interlocuteurs les plus variés. À table avec un paysan, dans la rue avec un plombier, dans une station de métro avec un clochard, l'intérêt sincère porté aux autres, au récit de leur vie, aux choses humaines, le poussait à trouver toujours de nouvelles occasions de dialogue, à profiter des circonstances les plus inattendues pour apprendre à écouter la voix des sans-voix. Dépourvu de toute arrogance, Segond dissimulait derrière sa modestie une culture extraordinaire. Attitude qui n'excluait pas la fermeté des convictions, ni l'honnêteté de les exprimer, ni l'obstination mise à les défendre. Son savoir, en somme, n'avait rien à voir avec l'érudition autoréférentielle d'une grande partie du monde académique, trop souvent orientée vers la recherche de pouvoir hiérarchique et l'exploitation des collaborateurs. Animé d'un amour désintéressé et authentique pour la connaissance, Alain Segond a vécu de manière originale et exemplaire dans le monde de la recherche, de l'enseignement et de l'édition.
Le projet initial était de fêter le 1er août 2012 le 70e anniversaire d'Alain Second. Nous avions mis l'ouvrage en chantier avec beaucoup d'avance, pour nous permettre à tous d'exprimer les sentiments d'affectueuse gratitude qui nous liaient à un collègue, à un ami, à un maître devenu un modèle. Sa brusque disparition le 2 mai 2011 a transformé non seulement le projet de Festschrift, excusez-moi pour la prononciation, mais la vie même des nombreux chercheurs qui ont pris part à l'entreprise et celle de la maison d'édition qui publie le volume. Dans mes années de lycée et d'université, il m'est arrivé de lire dans des romans ou des poèmes, dans des traités de philosophie et dans les autobiographies de grands intellectuels, le récit d'une rencontre avec une personne exceptionnelle. J'apprenais l'existence d'êtres humains capables de transformer radicalement par leur présence et leur enseignement la vie d'un autre. Mais avant de connaître Alain, je restais sur un plan intellectuel. 25 années d'intense amitié m'ont permis de vivre véritablement, grâce à lui, cette extraordinaire expérience. Second m'a enseigné la générosité pure dans un monde égoïste, la passion gratuite dans un monde dépassionné, la force des valeurs morales dans un monde amoral, l'authentique simplicité dans un monde bouffi d'arrogance. Je ne vois pas de meilleur exemple de ce que tu appelles la gratuité du savoir, et j'ai voulu te rendre le maigre hommage que je pouvais, que tu as rendu à tous ces gens en recitant les grands noms qui t'ont félicité au cours de ta vaste carrière. Peut-être qu'à présent, on va passer directement au vif du sujet. Et en arrivant à ton manifeste, est-ce que tu pourrais simplement nous éclairer le terme inutile qui peut prêter à confusion, et ensuite nous expliquer la construction de cet ouvrage donc, en 3 parties et le rassemblement que tu as fait avec le texte d'Abraham Flexner? Oui, mais merci, merci à vous tous. Merci à Madame Caroline Noireau, présidente des Belles Lettres, parce qu'elle nous soutient, elle soutient ce que nous faisons, les choses inutiles, tous les jours, dans un moment où il faut du courage pour faire ça, et dans un moment de crise, comme nous le connaissons en Europe, et pas seulement en France et en Italie. Et merci à Pamela pour cette balade dans ma recherche, dans mes livres. Et je te dis merci parce que, au fond, il y a eu des choses que je viens d'apprendre. Et c'est difficile parfois, quand on fait des choses, il faut quelques occasions pour y réfléchir. Parce qu'une fois que je fais un livre, ce livre est là, je pense au livre suivant. Donc, en effet, la recherche, c'est toujours de revenir sur les choses qu'on a fait. Et une véritable recherche signifie un travail sans fin. C'est-à-dire qu'il faut toujours reprendre les choses, remettre encore les choses qu'on a découvertes. Et donc, un petit peu le parcours que tu as bien montré fait voir comme une intuition que j'ai pu avoir à un moment donné trouve un développement plus tard dans un livre autonome et que c'est ça l'esprit de la recherche. Mais de l'autre côté, une recherche présuppose toujours une gratitude envers des collègues, des amis qui ont ouvert un chemin, qui nous ont donné des idées, avec lesquelles on a discuté. Je ne pense pas que la recherche soit quelque chose d'individuel. Normalement, la véritable recherche est toujours un travail de groupe, aussi si on travaille seul à la maison, parce qu'on lit d'autres livres, on parle avec d'autres collègues. Et pour moi, c'est très important toujours de reconnaître les mérites des amis et des collègues qui m'ont aidé et qui m'ont donné des idées. L'utilité de l'inutile. Eh bien, ce livre est le fruit un petit peu de, comment dire, de plus de 23 ans d'enseignement et de recherche. Et chaque fois, devant une classe d'élèves, je me posais la question d'essayer de montrer aux élèves pourquoi il faut étudier la littérature, pourquoi il faut étudier la philosophie, pourquoi il faut venir à l'université. Alors parfois, dans les débats,
les étudiants disaient, parce que j'ai besoin d'un diplôme, j'ai besoin de supérer un examen, et moi j'ai dit, si on vient à l'université parce qu'on veut supérer un examen, si on vient à l'université parce qu'on a envie de prendre un diplôme, c'est la façon erronée, complètement erronée, de s'ouvrir à une expérience comme ça. Aller à l'université, fréquenter un lycée, c'est une grande opportunité, c'est une chance énorme. Moi, je viens d'un petit... je suis né dans un petit village où, quand j'étais petit, il n'y avait pas de livres. Il n'y avait même pas les écoles. Et quand je raconte l'histoire, que l'école primaire, pour moi, c'était une chambre dans sa propre maison que l'institutrice louait à l'État, parce qu'il n'y avait pas les bâtiments de l'école primaire. Donc, pour nous, avoir une chambre, une classe, avoir toute une série de choses était un privilège à ce moment-là. C'est-à-dire, mon père n'a pas eu ce privilège, et d'autres encore. Donc, j'ai commencé à réfléchir et à faire comprendre aux étudiants que l'université, que la connaissance doit être un amour qui n'a rien à voir avec un but utilitariste. C'est-à-dire, il faut prendre un diplôme, il faut supérer un examen. L'utilité de l'inutile. Eh bien, le titre se fonde, comme vous comprenez très bien, sur un oxymore, mais je voudrais dire que l'utilité dont je parle, ce n'est pas l'utilité dominante. Et l'utilité dominante, c'est qu'on considère aujourd'hui utile seulement ce que produit un profit. Les choses qui ne produisent pas du profit sont des choses considérées inutiles. C'est pour ça que il y a des savoirs gratuits, désintéressés, éloignés de toute obligation pratique et commerciale, qu'aujourd'hui sont considérés inutiles. Mais inutiles à travers cette optique commerciale. Mais de l'autre côté, si on réfléchit, ces savoirs gratuits et désintéressés, au contraire, peuvent jouer un rôle fondamental dans la formation de l'esprit. C'est-à-dire, ces savoirs-là peuvent nous aider à rendre l'humanité plus humaine. Et comme vous voyez, la logique du profit est en train de détruire d'une façon épouvantable les écoles, les universités, les laboratoires de recherche, les bibliothèques, mais aussi la vie des hommes. Il y a un passage très très beau de Ionesco que j'ai beaucoup aimé. Je vais lire un morceau de ce passage. Regardez les gens courir affairés dans les rues. Ils ne regardent ni à droite ni à gauche, l'air préoccupé, les yeux fixés à terre, comme des chiens. Ils foncent tout droit, mais toujours sans regarder devant eux, car ils font le trajet connu à l'avance, machinalement. Dans toutes les grandes villes du monde, c'est pareil. L'homme moderne, universel, c'est l'homme pressé. Il n'a pas le temps. Il est prisonnier de la nécessité. Il ne comprend pas qu'une chose puisse ne pas être utile. Il ne comprend pas non plus que dans le fond, c'est l'utile qui peut être un poids inutile, accablant. Si on ne comprend pas l'utilité de l'inutile, l'inutilité de l'utile, on ne comprend pas l'art. Un pays où on ne comprend pas l'art est un pays d'esclaves ou de robots, un pays de gens malheureux, de gens qui ne rient pas, ni ne sourient, un pays sans esprit, où il n'y a pas l'humour, où il n'y a pas le rire, il y a la colère et la haine. Moi, je pense que ce texte de Ionesco, c'est un texte magnifique qui peut véritablement faire comprendre certains paradoxes que nous vivons tous les jours, surtout dans les dernières années. Moi, je viens d'un pays, l'Italie, un pays qui est en train de vivre un moment très difficile. Eh bien, chaque année, l'État, les gouvernements coupent les fonds pour les universités, les écoles, les archives, les bibliothèques, les musées.
Ça signifie que, à un bout de moment, on arrivera à un point où rien ne marchera plus dans ce domaine-là. Parce que ce domaine est considéré superflu, c'est-à-dire un luxe qu'il ne faut pas cultiver dans un moment de crise. Au contraire, au contraire. Il y a certains pays d'Europe, heureusement, qui pensent d'une façon différente. Et l'Allemagne, par exemple, se comporte d'une façon différente. Moi, je suis visiting professor au Max Planck à Berlin, et les collègues me disent que chaque année, dans les moments de crise, le gouvernement donne un 20% de plus d'argent. Parce que dans le moment de crise, il faut encore plus donner de l'argent à la recherche, à l'école, à la culture. Eh bien, ce que je vais dire, c'est que ce n'est pas vrai que dans un temps de crise, tout soit permis. Ce n'est pas vrai que des raisons économiques puissent justifier d'une façon systématique l'écrasement de tout ce qui n'est pas considéré utile. En Italie, récemment, on a vu des choses épouvantables aussi dans le choix de par exemple, de la sécurité sociale. Il y a les malades très graves qui ont vu couper complètement les budgets, et c'est-à-dire dans les familles pauvres, ces gens-là étaient destinés vraiment à souffrir et à mourir. Et personne n'a pu crier en disant « c'est pas possible, on ne peut pas écraser les gens parce que c'est la dictature maintenant du spread ou la dictature de l'économie qui doit faire ça ». Eh bien, moi, j'ai pensé que ce petit livre veut être surtout un témoignage. Pendant mes années d'enseignement, j'ai mis ensemble toute une série de citations de textes sur l'importance de ce qu'on considère inutile dans une société utilitariste. Eh bien, j'ai pu comprendre une chose, qu'avec l'argent, on peut tout acheter. Je le dis souvent à mes étudiants, et surtout en Italie, on peut acheter les juges, on peut acheter un parlement entier. Nous, on a vu un parlement entier humilié par l'ancien président du Conseil, qui a fait voter le parlement italien en disant que, effectivement, Berlusconi était convaincu que une prostituée de la rue était la nièce de Moubarak, parce qu'il a appelé la police pour la faire sortir de prison. C'était une copine à lui, et donc il a dit pour la faire sortir, c'est la nièce de Moubarak, une prostituée de la rue, comme ça. Eh bien, le Parlement a dit, oui, c'est vrai, Berlusconi était convaincu que la fille qui était là était la nièce de Moubarak. Donc, eh bien, avec l'argent, on peut tout acheter, mais il y a une chose qu'on ne peut pas acheter avec l'argent, c'est le savoir, c'est la culture. Parce que le savoir est le fruit comment dire, d'un parcours très personnel. Et donc, pour connaître, il faut payer un prix. Il y a une phrase très belle de Wittgenstein qui dit toujours, moi je n'étais pas tellement fier des choses que j'ai apprises dans ma vie. J'ai appris pas mal de choses. Mais je suis fier du prix que j'ai payé pour apprendre. Eh bien, on peut avoir tout l'argent du monde, mais le savoir, on ne peut pas l'acheter avec un chèque. Ce n'est pas possible. Si on ne s'engage pas, si on ne fait pas un parcours personnel, c'est difficile qu'on puisse connaître. Et que cette connaissance puisse provoquer en nous une métamorphose. Parce que le sens de la connaissance, c'est que une fois que j'ai lu un livre, une fois que j'ai rencontré un maître, je ne suis plus la personne que j'étais avant. C'est-à-dire la connaissance opère en nous des métamorphoses, des transformations. Eh bien, ce livre est articulé en 3 parties. La première partie, c'est une défense de
inutilité de la littérature. Et là, je parle d'un conte d'un écrivain américain, Foster Wallace, que j'aime beaucoup lire chaque fois à mes élèves au début de l'année académique. C'est bizarre. C'est une histoire de 15 lignes, mais il arrive à nous dire des choses vraiment très émouvantes. C'est un discours qu'il a tenu devant des élèves de Kenyon College aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il dit? Il raconte une histoire. On est dans un aquarium, et dans cet aquarium-là, il y a deux jeunes poissons qui nagent. À un moment donné, les deux jeunes poissons rencontrent un vieux poisson. Le vieux poisson dit « Bonjour les gars, alors, ça va? Qu'est-ce que c'est l'eau ?» Les deux poissons ne répondent pas, les petits poissons, ils s'en vont. À un moment donné, un jeune poisson dit à l'autre « Écoute, mais qu'est-ce que c'est l'eau ?» Alors, Foster Wallace dit « Les choses plus simples sont les choses plus difficiles à comprendre. Les poissons sont dans l'eau et ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'eau. Nous sommes habités par la culture. Nous sommes habités par les choses inutiles. Nous vivons dans les choses inutiles, comme dans un liquide amniotique. Eh bien, nous ne le savons pas, parce que ces choses sont considérées inutiles dans notre société. Donc je pense que l'anecdote racontée par Foster Wallace fait bien comprendre cette chose. Et après, par exemple, en relisant dernièrement un roman qui a fait rêver des générations entières dans le monde entier, c'est-à-dire 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, il y a un passage magnifique où le fameux colonel Buendia, personnage principal du roman, après des délusions qu'il a eues dans les révolutions qu'il a gouvernées et qu'il a poussées en sortant de Macondo, il revient dans son village, Macondo. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à fabriquer des petits poissons d'or. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend les poissons d'or. Avec l'argent, les monnaies d'or qu'il reçoit pour la vente des poissons, il va construire d'autres poissons. Je voudrais vous lire le passage, parce qu'à un moment donné, sa mère, Ursula, très préoccupée, comprend que c'est un cercle vicieux, parce que chaque fois, il produit plus de poissons, il gagne plus d'argent, il travaille encore plus, mais sa mère dit, mais où est-ce que, quel est ton gain, quel est ton argent là-dessus? Si chaque fois que tu prends de l'argent, tu fabriques encore plus des poissons d'or. Je vais vous lire le passage. C'est un passage magnifique où il dit, avec son impitoyable sens pratique, elle, Ursula, la mère, ne pouvait comprendre le commerce du colonel, lequel échangeait ses petits poissons contre des pièces d'or, puis transformait les pièces d'or en petits poissons, ainsi de suite, si bien qu'il devait travailler davantage chaque fois qu'il vendait plus, afin de satisfaire à ce cercle vicieux particulièrement exaspérant. En vérité, ce n'était pas le commerce qui l'intéressait, mais le travail. Bien, ce qu'il arrive à nous tous. Quand je vois des collègues dans les universités, dans les écoles, ou les gens qui travaillent dans le domaine de la culture, dans les musées, dans les fouilles, ils s'occupent de choses que, au fond, sont considérées inutiles parce qu'elles ne produisent pas du profit, de l'argent. Mais ce sont des choses essentielles pour notre vie. Enfin, dans ce premier chapitre, je parle encore de toute une série d'auteurs. Par exemple, il y a des passages magnifiques de Dante et de Pétrarque, où Dante et Pétrarque disent on ne peut pas se mettre à étudier les lettres pour faire de l'argent. Ce n'est pas possible.
et où il y a des passages, par exemple, magnifiques de Montaigne, où Montaigne, dans les essais, parle en disant moi j'étais considéré inutile parce que je m'occupais de littérature, de choses qui n'apportent pas de l'argent, et aujourd'hui ces gens qui font ces choses-là dans la société ne sont pas tellement appréciés. Et Montaigne fait comprendre que chercher l'inutile, c'est une chose très utile pour l'homme. Eh bien, il y a d'autres témoignages dans ce petit passage. C'est Boccace, c'est Garcia Lorca et d'autres personnages. Mais par exemple, je trouve qu'il y a des passages dans un roman très important de Dickens, c'est Temps difficile. Dans Temps difficile de Dickens, c'est vraiment l'apologie du fait, c'est-à-dire l'apologie du pratique, l'apologie de l'utilitarisme. Et à un moment donné, il y a une description de cette ville que je voudrais vous lire. Du fait, partout du fait dans l'aspect matériel de la ville. Du fait, partout dans son aspect immatériel. L'école n'était qu'effet. L'école de dessin industriel n'était qu'effet. Il n'y avait que des faits entre la maternité et le cimetière. Et tout ce qui ne pouvait s'évaluer en chiffres, au tout ce qui ne pouvait s'acheter au plus bas et se revendre au plus haut, n'existait pas et ne devait jamais exister dans les siècles des siècles. Amen. Donc, c'est des passages très très forts. Mais là, on peut voir comment la littérature peut nous aider à réfléchir sur des choses importantes. Le deuxième chapitre est dédié à la transformation de l'idée d'éducation et d'enseignement. Donc, le titre est une petite provocation parce que je dis l'université entreprise et les étudiants clients. Parce que les étudiants deviennent de plus en plus des clients dans les universités. Ils payent, surtout aux États-Unis ou dans les universités privées. Ils commencent à payer aussi dans les universités d'État. Par exemple, chez nous, maintenant, l'argent que l'étudiant donne, ça pèse beaucoup dans le budget d'une université. Autrefois, c'était vraiment symbolique ce qu'un étudiant payait. Aujourd'hui, c'est plus fort. Parce que l'État coupe toujours l'argent pour l'école et l'université. Eh bien, là, j'ai voulu montrer, encore une fois, comment le désengagement de l'État dans le domaine de l'instruction, c'est quelque chose vraiment de terrible. Parce qu'on va créer, personne ne s'occupera plus de former les nouvelles générations et donc de former la nouvelle classe dirigeante dans l'Europe. En Italie, par exemple, les parlementaires italiens, où le niveau culturel est vraiment presque zéro, ils vont acheter avec l'argent de l'État, il y a des scandales qui ont éclaté, des maîtrises et des diplômes à l'étranger, en les payant, c'est-à-dire des faux diplômes. Donc l'université, est-ce que le but de l'université doit être celui de former des gens pour le marché, et donc pour une profession? Mais oui, bien sûr, aussi, ça doit être ça. Mais on ne peut pas seulement penser à ça. Et il y a des pages très très belles sur ce sujet de Tocqueville. Tocqueville, dans la démocratie aux États-Unis, il parle, il montre comment il a une grande admiration pour ce que les États-Unis ont fait. Mais à un moment donné, il se rend compte que de plus en plus, et je voudrais vous lire le passage, merci. De plus en plus, les gens n'ont pas le temps. Parce qu'il dit les gens sont toujours occupés à faire de l'argent, à penser comment il faut gagner de l'argent.
Et alors, à un moment donné, il dit aussi la culture, les livres que ces gens lisent aux États-Unis sont des livres qui démontrent qu'ils cherchent une beauté facile. Moi, j'ai trouvé ce mot magnifique. C'est-à-dire la beauté facile. Qu'est-ce que c'est cette beauté facile? Je cite Tocqueville. Ils aiment les livres qu'on se procure sans peine, qui se lisent vite, qui n'exigent point de recherche savante pour être compris. C'est ça, la beauté facile. C'est-à-dire ce que nous voyons tous les jours dans les palmarès des ventes, disons, dans plusieurs pays. Par exemple, en Italie, les palmarès des ventes, en France, moins, mais chez nous, on a des gens qui travaillent à la télé, qui écrivent des livres vraiment nuls, mais nullissimes. Mais ils sont au maximum parce que ils sont très médiatiques et les gens vont courir derrière ça. C'est la beauté facile. Un livre qui te fait réfléchir, un livre qui est complètement écarté. Est-ce que tu me permets de citer la fin de ton article sur Tocqueville? Oui. Justement, pour enchaîner. Où tu dis, or l'éloge de l'utile et la valorisation, or l'éloge de l'utile et la dévalorisation des activités de l'esprit pourraient faire basculer les hommes dans la barbarie. Et tu cites, il y a des peuples qui se laissent arracher des mains la lumière, il y en a d'autres qui l'étouffent eux-mêmes sous leurs pieds. Fin de la citation. Voilà pourquoi se nourrir des œuvres de l'Antiquité est une hygiène salutaire, toujours selon Tocqueville. Tocqueville ne pense pas naturellement que les classiques et l'art soient l'unique antidote contre la désertification du monde et de l'esprit. Mais il est convaincu que les savoirs inutiles et désintéressés peuvent servir à contrebalancer nos défauts particuliers parce qu'ils nous soutiennent par le bord où nous penchons. Exactement. C'est-à-dire, c'est un cri d'alerte, d'alarme que Tocqueville lance. Attention, parce que les démocraties marchandes peuvent courir le risque d'une désertification totale. Là, il y a encore d'autres témoignages. Il y a Herzen, c'est un grand écrivain russe qui nous dit des choses d'une beauté magnifique sur ce sujet-là. Je ne peux pas tout lire. Mais, par exemple, moi j'ai trouvé très intéressant Newman, qui est un pédagogue qui a fondé des universités, un pédagogue du 19e siècle, et il écrit des pages magnifiques et très actuelles contre l'utilitarisme dans les universités. C'est-à-dire le but de l'université ne doit pas être le but de créer des gens qui ont comme but principal le marché. Ce qu'on dit aujourd'hui certains ministres dans certains pays d'Europe, il faut préparer les élèves au marché. Le résultat en Italie, que je connais bien, c'est qu'on a créé des cours à l'université sur la mode, sur le tourisme, sur n'importe quoi, c'est-à-dire pour essayer de former des gens pour ce soi-disant marché. Eh bien, Newman fait comprendre que le savoir, il faut aimer le savoir par lui-même. Il faut chercher le savoir par lui-même. Et il y a encore d'autres témoignages là-dessus, c'est-à-dire comment cette idée de utilité a pu changer, pas seulement l'université, mais aussi, et c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, la façon d'enseigner. Alors, par exemple, dans les universités, les classiques sont complètement disparus. Ça, c'est un problème très grave. Et les profs qui enseignent le savent. C'est-à-dire, on donne toujours aux étudiants des manuels, des résumés, c'est-à-dire de la littérature secondaire qui parle d'un objet que l'étudiant ne connaisse pas. Alors moi je pense que ça vaut mieux lire le Roland Fourier qu'un livre sur le Roland Fourier. C'est mieux lire Montaigne qu'un livre sur Montaigne. C'est mieux lire, étant donné que notre ami Saladin est là, Erasme que des livres sur Erasme. Mais si nous allons faire une analyse, en Italie, les grandes collections de classiques ont été fermées. C'est-à-dire, Gli scrittori d'Italia la terza, fondé par Benedetto Croce,
Ça fait 25 ans qu'il n'y a plus un volume. Ricciardi fermé, Lutet vient de fermer depuis 2 ans. Donc, c'est-à-dire il y a le désert maintenant dans le monde de l'édition classique. Il y a des résistances comme Belles Lettres, qui encore a le courage de publier des classiques grecs et latins et des classiques comme l'Opération Erasme ou d'autres qui sont très nécessaires, des textes difficiles à repérer. Eh bien, c'est-à-dire les classiques vont tout à fait ont été supprimés. Alors, comment peut-on concevoir l'enseignement sans un classique?